Alors Charlotte, donc là nous sommes dans le moment analyse et débat autour du film, donc tout le monde a pu le regarder, j'espère. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que oui, effectivement, nous sommes dans un cycle qui est intitulé Bel et Rebelle et que nous avons commencé en fait cette année en salle, donc on finira en salle, c'est bien, mais on a commencé avec donc effectivement deux films de Lubitsch, hein, qui étaient dans ces films muets allemands, et l'un d'entre eux s'appelait Je ne voudrais pas être un homme et dans lequel finalement il y a la question du changement d'identité. Et quelque part, je me dis c'est bien finalement ça serait peut-être intéressant de comparer les deux films en fait, de voir comment Lubitsch a filmé ça et qu'est-ce qu'en fait Blake Edwards. Enfin, c'est peut-être une façon de démarrer ou une autre que je te Oui, laisse. c'est d'autant plus intéressant que le film est une sorte de remake, ce film-ci, Victor Victoria, une sorte de remake de film allemand des années 30, du début des années 30. Et que donc, il y a, je pense, une continuité, en effet, directe entre Lubitsch, alors il faudrait mettre des étapes, hein, ce serait peut-être Ernst Lubitsch, peut-être Joseph von Sternberg, j'y reviendrai, Billy Wilder, donc les trois étant, disons, du monde germanique, Mitteleuropa, et Blake Edwards. Euh, pour revenir plus précisément à ce film, Je ne voudrais pas être un homme, que j'engage tout le monde à voir, c'est effectivement l'histoire de cette jeune fille qui va s'émanciper en se déguisant, parce que le mot déguisement est là, voilà, on va en discuter, qu'est-ce que ça veut dire? Se déguiser, se travestir, c'est pas la même chose, en homme et en séduisant dans un club chic, dans un cabaret chic, en séduisant son professeur, son professeur particulier, et notamment en l'embrassant, en lui donnant un baiser qui semble un baiser homosexuel, puisque les deux sont habillés en homme. Effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de points communs, mais un point commun, ce serait de changer momentanément de sexe, puisque là, dans Victor Victoria, hein, comme elle dit, c'est une femme qui prétend être un homme, qui prétend être une femme. Voilà, c'est la formule du personnage du conte polonais créé par le personnage joué par Julie Andrews et par celui joué par Robert Preston, Toddy. Donc, c'est présenté comme étant une construction. Euh, mais en tout cas, il y a toujours un but à ce travestissement et il est souvent quand même momentané. Donc, on va voir comment la question de pérenniser le travestissement, qu'est-ce que ça veut dire dans Victor Victoria, puisque ça se pose de manière cruciale et quasi mélodramatique vers la fin. C'est-à-dire qu'elle, c'est la question, est-ce que je continue à prétendre être une, un homme qui se travestit, une femme qui se... Non, ça y est. Euh, une femme qui prétend être un homme qui prétend être une femme. Euh, cette, En fait, cette question du travestissement qui va déconstruire le genre, enfin, qui va déconstruire la naturalité du genre, on pourrait dire, elle est vraiment au cœur de Victor Victoria, puisque le mot naturel, euh, une vraie femme, voilà, ces mots-là, naturellement, un homme ferait ci, alors ça c'est ce qui est dit au début, naturellement. Il y a des choses naturelles qu'un homme fait, c'est ce qu'elle oppose à Toddy quand il veut la transformer en homme. Je n'y arriverai jamais parce que un homme urine debout, etc. Et ce serait associé donc à quelque chose de biologique. Et en fait, bien sûr, toute la suite du film, de manière un peu didactique sous cet aspect, consiste à déconstruire ce pseudo naturel biologique de l'homme. Alors, effectivement, il y avait ça chez Lubitsch, avec cette petite déception toujours à la fin du film, dans Je ne voudrais pas être un homme, par exemple, de la fille qui un peu trop rapidement retourne à ses habits de femme. Mais ce que montrait Lubitsch, c'est justement le plaisir qu'il y avait à ensuite redevenir une femme. Et à se dire, ben, effectivement, finalement, je ne voudrais pas être un homme. Mais finalement, après l'avoir été, après en être passé par là. Et ce que montrait quand même le film de Lubitsch, c'est que on a beau reprendre ses habits, il y a pas, c'est pas un statu quo en réalité. C'est une transformation que cette expérience a produite. Simplement, c'est pas une transformation, c'est pas une métamorphose sexuelle, c'est une métamorphose, disons, psychique, sociale, d'émancipation dans son rapport avec les hommes, dans les rapports amoureux qu'elle va pouvoir avoir avec les hommes. Donc il y a bien une transformation du personnage, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas parce que le personnage ensuite reprend ses habits de femme, et c'est ce qui va se passer aussi dans Victor Victoria, qu'il n'y a pas eu une transformation en profondeur, me semble-t-il.
Euh, L'autre point commun avec le cinéma classique qui a abordé le travestissement, donc principalement ce film de Lubitsch, assez méconnu aujourd'hui, mais aussi bien sûr Billy Wilder, certains l'aiment chaud, qui est vraiment le film, disons, de la fin du classicisme sur le travestissement, qui touche là un point de subversion. On est vraiment à la fin des années 50 et on sent que le Code Hays est très très affaibli parce que c'est quand même assez osé, même si lui aussi s'inspire d'un film des années 30, eh bien, le point commun, c'est qu'il y a toujours un traitement différencié du travestissement de l'homme en femme, en l'occurrence, chez Billy Wilder. C'est-à-dire que chez Billy Wilder, vous avez deux travestis, l'un joué par Tony Curtis et l'autre joué par Jack Lemmon, et il leur arrive pas la même chose. Ils réagissent pas de la même façon face à ce défi de se transformer en femme ou de se travestir et pour l'un quasiment de se métamorphoser en femme. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va, je dirais, renforcer ses atours de séducteur viril en jouant avec ses vêtements, en jouant avec le passage et le repassage aux habits d'homme. Et puis, c'est Tony Curtis. Et puis l'autre, beaucoup plus intéressant évidemment, qui est Jack Lemmon, qui va, en quelque sorte, les vêtements de femme lui collent à la peau. C'est bien toute la fin de Certains l'aiment chaud, avec la fameuse réplique finale, personne n'est parfait, hein, quand il avoue qu'il est un homme et qu'il lui est répondu c'est pas grave, je t'épouse quand même, personne n'est parfait, qui trouve un écho dans Victor Victoria assez tôt dans le film, au premier, enfin, au premier baiser entre King et Victoria, où il dit mais je m'en fous en fait, je m'en fous que tu sois un homme et je m'en fous que tu sois une femme, enfin voilà. Donc ça vient directement de Certains l'aiment chaud, c'est sûr, de Billy Wilder. Donc il y a déjà dans le cinéma classique, ou en tout cas post-classique, cette idée que le travestissement n'affecte pas de la même façon les personnages. Dans Victor Victoria, on a le personnage de Toddy qui est d'emblée la folle, qui est d'emblée montré comme quelqu'un tout à fait à l'aise dans son identité sexuelle, en tout cas dans son orientation sexuelle, mais qui va quand même être montré tardivement dans le film travesti. Mais vous remarquerez que le moment de travestissement de Toddy, c'est un moment traité comme étant, par lui-même, hein, comme étant purement comique, comme étant voilà, le plaisir du spectacle de travesti, qui a encore cours hein, de nos jours, c'est-à-dire où vraiment le pacte avec le spectateur, c'est l'humour. C'est l'autodérision, on ne cherche pas à être une femme belle, une femme, voilà, c'est au contraire un humour qui est basé sur le décalage, sur la difficulté que peut avoir un corps masculin dans son côté massif, la voix basse, à essayer de singer ce qui serait une féminité. Donc ça, c'est le numéro de la Sévillane rejoué par Toddy à la fin de Victor Victoria, alors qu'on l'a vu une première fois, voilà, accompli de manière presque parfaite par Victor ou par Victoria, comme on voudra. En fait, cette dualité, c'est-à-dire le fait que quand on se travestit, en l'occurrence dans le cinéma classique, en tant qu'homme, quand on passe de homme à femme, le fait que ça peut soit provoquer le rire, la moquerie, etc., c'est-à-dire finalement accentuer le fossé entre ce qu'est les signes de la masculinité et les signes de la féminité, ou ça peut provoquer le trouble érotique, disons l'attirance, l'attraction, le trouble de l'identité, le vertige de l'identité. Eh bien, en fait, c'est déjà là, même dans ce film de 1915, qui est très beau, qui s'appelle A Woman, le film de Charlie Chaplin, et qui s'appelle en français Mademoiselle Charlot, où en fait, une première fois, quand il se déguise, oui, il se travestit en femme, il oublie de se raser la moustache. Et donc, on le voit, il est travesti, mais il a la moustache de Charlot, c'est très drôle. Et puis, en fait, une deuxième fois, il se rase. Enfin, donc, il enlève la moustache. Et là, en réalité, c'est une très belle femme parce que Chaplin, il était très, très beau. Et donc, c'est un peu comme Gaël Garcia Bernal c'est dans quoi? C'est dans La mauvaise éducation d'Almodovar, où c'est une très belle femme. C'est une femme très, très femme et très, très attirante. Donc, il y a déjà ces deux choses. C'est-à-dire que le travestissement peut prêter au rire ou bien au trouble, ou bien évidemment les deux.
Oui, justement, moi je voulais revenir sur le film de Lubitsch, et que justement revenir sur le fait que le moment en fait où il y a un baiser entre le personnage féminin déguisé en homme et son professeur, je pense ça. Euh, En fait, à ce moment-là, lui, en fait, ne sait pas que c'est une femme. Donc, en fait, il y a vraiment une transgression, enfin, quelque Oui, part, même si elle dure, voilà, un moment. Mais ce qui est surprenant quelque part, c'est que dans le film de Black Edwards, qui est quand même beaucoup plus récent, et je sais pas, peut-être à une période qui est censée être plus tolérante, en fait, il faut quand même attendre que le personnage de King ait découvert le poteau rose, en fait, pour qu'il y ait, en fait, sexualité, etc. En fait, il n'y a mm, pas de véritable transgression entre eux, en fait. Et finalement, c'est dans les personnages secondaires, en fait, qu'on a ça. Je crois que c'est son garde du corps, hein, qui s'appelle oui, Squash. squash. Mm. Lui, il y a un coming out, etc. Enfin, il y a quelque chose de très assumé. Oui, Mais il y a diverses variations aussi de oui, l'homosexualité. Donc, il y a mais Toddy ouais. qui est très Mm, mm, assumé, mais il y a aussi son mm, gigolo qui est bisexuel et dont il est montré qu'il est très vénal, Richard. Il peut mm, aller avec mm. des vieilles femmes comme Ouais. avec Toddy. Et puis, il y a Squash Mm. qui fait son coming out, effectivement, et qui quand même Mais révèle à King que on pourrait dire que les fairies, que les homosexuels sont partout. C'est-à-dire qu'il dit, mais justement, dans la boxe, il y a des homosexuels. C'est-à-dire, ne croyez pas que tout ce qui est apparemment socialement marqué de manière viriliste, en réalité, il ne faut pas se leurrer, il y a des homosexuels dans tous les milieux, dans tous les... Donc, il lui révèle aussi quelque chose. C'est pas seulement qu'il fait ouais. son coming out. Mais disons, parce que je sais pas ton point de vue là-dessus, mais est-ce que finalement, Lubitsch est-ce que est-il plus subversif? non, mais est-ce que Beck Edwards, en fait, je sais pas, où le scénariste n'a pas voulu aller trop loin, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui est vraiment construit comme ça dans l'histoire, en fait Ouais. C'est très intéressant cette question parce que ça pose pour moi à la fois l'apport et les limites quand même de Blake Edwards en tant qu'auteur. Je dis aussi auteur parce il est l'auteur de beaucoup de scénarios avec Richard Quine, qu'on a aussi croisé d'ailleurs dans nos programmes puisqu'on a montré Ma sœur est du tonnerre, My Sister Eileen, qui est écrit par Blake Edwards pour Richard Quine. Euh, donc c'est quelqu'un, je disais, qui est une sorte de post-classique, c'est-à-dire qu'il commence au milieu des années 50, mais il est un peu à contretemps parce qu'il regarde beaucoup dans les récits, dans les références de cinéma. On sent bien que dans sa mise en scène, enfin, il a une culture du cinéma classique. Justement, on n'a pas parlé d'Howard Hawks, mais évidemment, c'est aussi un autre jalon, puisque Howard Hawks, ses films se caractérisent, et on l'a vu en parlant de certains films de Hawks ici, par un principe d'inversion, qui n'est pas que un principe d'inversion dans l'ordre du genre, mais qui parfois est un principe d'inversion dans l'ordre du genre, en particulier dans Aller coucher ailleurs, où on voit quand même Cary Grant travesti entièrement en soldate, donc avec une perruque faite de crins de cheval. Enfin bon, bref, il faut voir ce film pour le croire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce principe de l'inversion, qui n'est pas seulement sexué, donc, ça traverse tout le cinéma classique et on pourrait dire il en est vraiment l'héritier, Blake Edwards. Donc, il a une sorte de... Il rate le train, on pourrait dire, du nouvel Hollywood. Enfin, c'est pas ce qui l'intéresse. Bien sûr, il a fait des films pendant les années 60-70, mais en fait, il n'a pas... euh, je pense qu'il reste... oui, il est à contre-courant d'une certaine façon, malgré lui. Et donc, il y a quelque chose de daté, y compris, je suis d'accord, si c'est ce que tu veux dire par rapport à Lubitsch, y compris d'une certaine façon de moins osé. Pourquoi? Parce que le personnage de Victoria, euh, il y a aucune allusion, par exemple, au lesbianisme. Alors que dans Je ne voudrais pas être un homme, on la voit quand elle est travestie et qu'elle va au cabaret chic, aussi Osvalda, elle embrasse des femmes. Elle embrasse des femmes. Et donc, nous, on sait que c'est une femme travestie. Et donc, voilà, on voit un baiser lesbien. Et d'ailleurs, je parlais de Sternberg parce que dans Morocco, Marlène Dietrich, qui est dans un cabaret et qui fait un numéro de travesti, euh, dans ce cabaret, embrasse une femme dans le public en regardant Gary Cooper, qui est sa cible amoureuse. Et donc, il y a ce jeu sexuel sur le travestissement et sur ce baiser
lesbien, qui de fait est lesbien, puisque c'est une femme dont tout le monde voit que c'est une femme travestie en homme. Donc voilà, il y a quelque chose du point de vue de la subversion et de la sexualité qui est plus aiguisé, on pourrait dire, dans ces deux films des années 30. Des années 10 pour Lubitsch et Morocco, je ne sais plus la date exacte, mais voilà, c'est aussi tout ça, on est avant-guerre, quoi. Donc oui, pour ce qui est de la subversion, mais parce qu'il me semble que dans Victor Victoria, il déplie ce motif avec un personnage profondément hétérosexuel. C'est-à-dire qu'il fait le choix d'une héroïne qui, elle, sait très bien que sa sexualité, elle est avec les hommes. Il y a pas de... le trouble, il est imposé à l'homme, macho, viriliste, qui est King. D'ailleurs, il s'appelle King. Voilà, c'est un gangster. Enfin, donc, il a tous les attributs du macho absolu, homophobe, etc. Et on va lui le dépecer. Il y a vraiment une vocation didactique du film, hein. D'ailleurs, il y a plusieurs moments où Victoria lui explique ses préjugés, enfin comment lui renvoie en champ contre champ comme ça dans des dialogues qui sont très didactiques, tout simplement l'homophobie. On a une espèce de cours sur qu'est-ce que c'est que l'homophobie, de quels préjugés ça relève, etc. Il me semble. Oui, oui, mais tout à fait. Après, moi, pour détailler, en fait, effectivement, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce que je trouve beau quand même dans Victor Victoria, c'est que même s'il n'y a pas voilà, le côté subversif, c'est-à-dire de franchir finalement le pas, de montrer une relation, comment dire, franchement voilà, homosexuelle, etc., il y a quand même, effectivement, Blake Edwards, il filme quand même le trouble dans le personnage de King quand il Oui. voit Victoria, en tout cas Andrews. À ce moment-là, il pense que c'est un homme et il est quand même troublé. On voit bien qu'il est séduit, en fait. Donc ça, Oui, quand même, on le les voit. contre-champs sur lui sont très insistants Donc ça, il n'y a dans pas la de réalité. doute là-dessus. C'est juste qu'en fait, voilà, il va pas aller jusqu'à, comment dire, mettre en scène une relation sans qu'il sache, voilà, à qui il a En vraiment fait, ça affaire. l'intéresse, lui, Ouais. Mm. Blake Edwards, de Mm. montrer, on pourrait dire, on dirait la crise de la masculinité, Mm. plus simplement la lutte, véritablement la lutte, parce que ça passe par le coup de poing, hein, ça Mm. passe par des choses très violentes physiquement, la lutte avec ses propres préjugés de genre, et qui s'extériorise dans des bagarres, en fait, dans la bagarre, dans l'espèce de café ouvrier prolo français, parisien, où il va faire le coup de poing avec des gens parce qu'il va délibérément se mettre lui-même à l'épreuve en allant commander un verre de lait au comptoir. Et donc, voilà, il va quand même faire l'épreuve de l'homophobie, alors qu'il n'y est pas obligé. Donc, le personnage est montré comme progressant d'une certaine façon, s'imposant à lui-même cette épreuve, quitte à se faire casser la gueule. Et malheureusement, aujourd'hui encore, c'est une réalité, ça. C'est-à-dire que l'homophobie aille jusqu'à la violence physique. Et donc là, dans cette scène, on pourrait dire invraisemblable d'une certaine façon, dans ce petit théâtre qui a un décor de toute pièce, il va aller jusqu'à se faire délibérément casser la gueule par ce groupe d'hommes voilà, rustres, quoi. Et ensuite, bien sûr, se saouler avec eux pour ressouder quelque chose. Alors, on peut regretter qu'il y ait toujours un peu de ressoudage dans Victor Victoria, mais avant de parler du ressoudage, je pense qu'il faut souligner euh, quand même justement ce côté, j'allais dire, non cohérent du film. C'est-à-dire que il me semble que dans beaucoup de films de Blake Edwards, on a toujours cette impression qu'il y a qu'il y a des pôles qui sont juxtaposés à la fois de classicisme et de quelque chose de beaucoup plus contemporain. Euh, et là, c'est le cas parce que c'est un film dont l'action est située dans les années 20, mais on se demande si ça l'intéresse tant que ça, cette époque. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une sorte de convention, non? Oui, pour être exact, il me semble que c'est 1934 en Ah, fait. c'est 34, C'est pardon. vrai qu'on a l'impression que c'est les années 20 parce que le Oui, oui, générique est pardon. vraiment très. Voilà. Mais parce que Avant-guerre, en tout cas. ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais justement, Mm. mon Mm. erreur est peut-être quand même symptomatique parce que il Mm. me semble que le travail comment dire, de costume, de décor, etc., on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est presque plus l'artificialité de la chose euh, que véritablement un goût
d'une période historique particulière. Donc parfois on oublie que ce film est anti-daté, enfin, est un film historique, et puis parfois au contraire, certains costumes font vraiment beaucoup plus années 20 que milieu des années 30, quoi. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est paresseux de sa part ou que c'est fait n'importe comment. Non, bien sûr, il y a un budget, mais c'est pas ça qui l'intéresse. C'est-à-dire que c'est plus dans l'économie du rapport entre les genres, entre la norme, entre qui dit quoi sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme et qu'être une femme qui l'intéresse. Alors, je prendrais comme exemple de ça le personnage complètement invraisemblable, enfin, outré, disons, de Norma, la petite copine de King. Alors, d'abord, elle s'appelle Norma, donc déjà, la norme, elle est la, comment dire, elle est la voix de la norme, hein. Elle dit, mais non, une vraie femme, c'est un homme. Le comte est un homme. Elle commence par dire ça. Elle commence à dire, mais non, tu te trompes, King, c'est forcément un homme. Et moi, comme je suis une vraie femme, je le sais, j'en atteste, etc. Donc évidemment, elle a tout faux. C'est la voix de la norme, mais évidemment, Norma, c'est aussi Norma Jean Baker, c'est-à-dire Marilyn Monroe, et dont elle offre une, on dit impersonnation, pour faire un anglicisme, une imitation horrible, évidemment. C'est-à-dire qu'elle a la voix de Lina Lamont dans Chantons sous la pluie, quoi. Elle essaye même pas de ressembler véritablement à Marilyn Monroe. Donc c'est intéressant parce que le personnage qui incarne, disons, les lieux communs, le bon sens sur qui est un homme, qui est une femme, qu'est-ce que c'est qu'un couple, hein, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un couple, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une gangster molle, qu'est-ce que c'est qu'une fille à gangster, elle est à la fois jalouse et à la fois elle drague tous les hommes qui passent, etc. Bon, c'est un cliché sur pattes. Et en même temps, ce personnage est un point disons, un foyer de pretend. C'est-à-dire que tout le film est quand même là-dessus. C'est-à-dire que c'est un principe de déguisement général. C'est pas seulement le travestissement, c'est vraiment que en fait tout le monde est tout le temps déguisé, quoi, et avec plusieurs couches même. Et elle est, on ne le dit pas, mais elle est tout le temps déguisée en Marilyn Monroe. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas, malgré tout ce qu'elle affirme en fait sur la norme justement de son hétérosexualité, etc. En fait, elle n'a pas de profondeur en fait. Elle peut finalement se retourner assez facilement. Et enfin, en tout cas, moi, parce qu'elle n'est que masque. Enfin, oui, disons qu'elle est là. C'est un personnage qui n'a effectivement aucune profondeur psychologique, mais comme quand même beaucoup des personnages du film. non, mais même au niveau de l'identité, je veux dire. Enfin, ouais. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle se dévoile, elle se met à nu dans cette scène très drôle et très slapstick. Il faut qu'on parle de ce comique qui est complètement à contretemps pour un film du début des années 80. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans le comique muet, sauf qu'il a en plus une subversion sexuelle qu'il n'avait pas toujours, disons, dans les années de muet. Donc, cette scène où elle est très, très en colère parce qu'elle s'est fait renvoyer aux États-Unis par King depuis Paris. Et où donc elle marche dans le train et on n'entend pas sa colère parce qu'on la voit, nous, de l'extérieur avancer dans ce train et où finalement elle sort et elle arrive sur la plateforme avant du train où elle dit t'as encore rien vu, etc. Et où elle se met complètement à nu. Elle ouvre son manteau comme un exhibitionniste au coin du bois et où disons que cette mise à nu agressive, on pourrait dire, et quand même est quelque chose qui reste en tête. C'est-à-dire que c'est pas très drôle, mais c'est un moment, c'est un point d'accroche du film, me semble-t-il, sur justement ce rapport, cette idée que tout n'est que masque, enfin que tout le monde est masqué, mais pas dans le sens où il faudrait enlever le masque et trouver une profondeur, mais que la profondeur, la vie même, ça n'est que ça n'est que jouer un rôle au fond. Alors ça, on a ça beaucoup chez George Cukor, par exemple, mais de manière tellement plus subtile. Chez George Cukor, c'est très, très nuancé, même s'il a commencé avec un film comme Sylvia Scarlett, où là, c'est une histoire de travestissement, où Katharine Hepburn se déguise, se travestit en garçon. Mais ensuite, chez Cukor, tout ça est beaucoup plus l'idée que chacun joue un rôle socialement et amoureusement et infiniment plus nuancée. Elle va plus revenir de manière aussi agressivement liée au travestissement. Tandis que ici, c'est délibérément oui, stylisé, vraiment très, 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 très stylisé. Il faudrait peut-être parler de ça quand je disais que les films de Blake Edwards étaient des étranges
était assez composite. Et par exemple, Breakfast at Tiffany's, qui s'appelle Diamant sur canapé. Diamant sur canapé, à ça, c'est-à-dire on est dans les années 60 et on a déjà l'impression d'être dans une sorte d'Amérique de la révolution sexuelle, d'une certaine façon. Il y a quelque chose dans le rapport de couple, dans le rapport de Holly Golightly aux hommes qui est très moderne, enfin. Et en même temps, on a des moments de pur slapstick. Et la partie, ça n'est que du slapstick, on pourrait dire. Le film de 68, c'est un délire de saccage de décor qui est digne d'un Lubitsch. Ces scènes où on massacre, où le décor se fait complètement massacrer et et on retrouve ça dans Victor Victoria, qui est moins virtuose, hein, qui est quand même un film moins virtuose de ce point de vue-là, parce que la partie a un dispositif, a un acteur unique, voilà, comique, qui est très très fort, donc il y a un côté pur, tandis que Victor Victoria est beaucoup plus un film qui joue avec des conventions, disons, et de la comédie musicale, et du film en costume, voilà, donc c'est plus dilué, on pourrait dire. Mais il y a un lien en fait que je trouve assez direct avec Peter Sellers et l'inspecteur Clouseau en fait, c'est qu'on retrouve un personnage d'inspecteur, enfin c'est un détective privé je crois, un peu comique du coup qui se retrouve à chaque fois un doigt coincé dans le placard, je sais plus où, sur le balcon, etc. Et, enfin, moi ça me fait toujours rire, mais finalement il rappelle, je pense que ça doit être délibéré en fait, il rappelle le personnage de l'inspecteur Clouseau. Oui, alors, au-delà de la référence, disons, ou de l'autoréférence à la Panthère Rose, à l'inspecteur Clouseau, ce qui me semble intéressant dans ce petit personnage de détective, de rien du tout, parce qu'on ne croit pas une seconde qu'il va arriver à quoi que ce soit, d'une certaine façon. Il a un rôle dans le récit, mais c'est évidemment pas l'intérêt. Alors, c'est un peu comme le personnage secondaire de Norma, dont je disais qu'il y avait une espèce de point de capiton, là, quand elle se met à poil sur le train. Tout à coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette scène? On dirait une chauve-souris. Enfin, c'est très bizarre. Il n'y a pas de fonction dans le récit, et pourtant, justement, par sa gratuité, on pourrait dire, ça nous reste. Et en fait, ça fait sens. Eh bien, il y a un moment similaire, me semble-t-il, dans le film, avec ce personnage de détective. C'est quand il arrive pour parler à Monsieur Labisse, dans ce cabaret chez lui qui est plongé dans le noir parce que le cabaretier est tout seul à son comptoir, et où il dit, voilà... et où Labisse lui dit faites très attention, et où le détective dit mais je fais toujours très attention. Non mais faites attention parce que le tabouret là il est pas stable. Ah bon, et il s'effondre. Et ça, moi, c'est la scène, j'avoue, qui m'a fait le plus rire dans le film. Et je me suis demandé pourquoi. C'est-à-dire que c'est quand même un film comique par énormément d'autres scènes. Et pourquoi c'était cette scène-là qui me faisait le plus rire? Et au fond, je me suis dit que c'était l'essence même du slapstick. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus d'enjeu de sens idéologique, subtil, psychologique, de rapport entre les personnages. C'est un type qui est sur un tabouret et qui ne sait pas que le tabouret, dans une seconde, va chuter. Et la chute, le slapstick, c'est ça, c'est tomber, et c'est ça qui est drôle. Mais là, il n'y a plus que ça. C'est-à-dire qu'on a fait le noir derrière. C'est incroyable. En même temps, le slapstick, enfin, le burlesque, c'est aussi toujours la question d'un corps qui est jamais vraiment à sa place, quoi, dans un cadre et tout. Donc, enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais disons, c'est pas si éloigné que ça de la question de l'identité sexuelle, je sais pas. Enfin, alors, l'identité sexuelle pour le détective, pas vraiment. Non, pas pour lui. Encore que le fait que, comme par hasard, ce soit son doigt qui soit coincé dans le placard et que craque en refermant le placard de la salle de bain, on entend vraiment le crack. Donc, c'est un comique de pur bruitage. Comme par hasard, c'est quand même très phallique. Ce serait pas son doigt, ce serait autre chose. Donc, bon, voilà, il y a ça. Il y a ça. Mais je suis d'accord sur le fait d'escamoter le personnage du cadre, c'est-à-dire comment faire sortir du champ quelqu'un. Il suffit de filmer un comptoir et puis comme son tabouret s'effondre, on ne le voit plus, quoi. Il tombe en dessous. Donc c'est une façon de dire aussi exit ce personnage d'enquêteur qui doit finalement devant la loi prouver qu'il y a fraude,
Alors, il va revenir une deuxième fois, il va revenir présenter sa facture dans le même contexte à l'Abysse, et il lui écrase le doigt. C'est autre moment très drôle du film, où non seulement le doigt, ou donc autre chose, hein, le doigt qui renvoie à une autre partie du corps, n'est-ce pas, a déjà été une première fois cassé, et il va être une deuxième fois castré avec ce coup de marteau. Donc là, c'est du cartoon pur, mais du cartoon quand même à connotation sexuelle. Mais ce que je veux dire, c'est que cette façon de congédier le détective, c'est aussi une façon de congédier le droit de la loi d'interférer dans ces affaires-là. C'est-à-dire que ça ne concerne pas la loi. Ça ne peut pas tomber sous le coup de la loi de savoir si le comte est vraiment un homme ou si c'est vraiment une femme. On est dans l'univers du cabaret, et donc dans l'art, d'une certaine façon, dans l'imaginaire, voilà. Alors, c'est pour ça que je te disais, qu'est-ce que ça nous fait en 2021 de voir ce film, parce que on parle beaucoup en ce moment de gender fluid, de fluidité entre les genres, et on peut se demander si tout le comique de ces films classiques et post-classiques sur le travestissement ne vient pas justement d'une prémisse qui est un a priori, qui est justement la non-fluidité du genre, mais au contraire, toujours l'obstacle, la différence, le fossé, etc. Et Victor Victoria, dans son titre même, Victor Victoria, voilà, c'est un truc linguistique de la forme masculine, la forme féminine, il y en a bien deux, c'est pas un seul prénom, il y en a bien deux, et le film tire quand même beaucoup de son intrigue, beaucoup de ses dialogues, beaucoup de son witz, de ses jeux de mots spirituels, de ça quand même, de la friction qu'il y a, de la différence qu'il peut y avoir. Donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui le voir alors que d'une certaine façon, il est ringardisé par cette hypothèse contemporaine qui serait qu'en fait, il y a un continuum homme-femme. Je pense que cette idée qu'il y aurait un continuum euh, entre les sexes euh, est quand même bizarrement abordée dès le début en réalité. En fait, vous vous souvenez, au début de Victor Victoria, Richard, c'est pas tout à fait au début d'ailleurs, mais enfin, disons dans la première partie, Richard, le gigolo amant de Toddy, qui lui pique beaucoup d'argent, euh, revient et elle sort du placard et elle lui casse la figure parce qu'il est très agressif. Vous vous souvenez de ça, ce moment-là? Et c'est exactement ce moment-là où Toddy a l'idée de construire le personnage de travesti du comte. Donc, disons, un acte viril, très viril, de faire le coup de poing, mais aussi de sortir du placard, comme par hasard, hein. C'est du placard qu'elle casse la gueule à Richard. Sortir du placard, ça se dit pareil en anglais, hein. The closet, c'est pareil, c'est le placard au sens où un homosexuel qui ne s'est pas déclaré comme tel est assigné d'une certaine façon, ou s'assigne lui-même, ou la société l'assigne. Donc voilà, c'est cette sortie du placard par ce geste viril, en tout cas attribué habituellement aux hommes, cette violence-là. Donc quand même, Toddy a repéré chez cette femme, qui est par ailleurs plutôt très féminine dans la façon dont elle se coiffe, s'habille, etc., et se comporte, voilà, elle a repéré quelque chose de masculin. Donc, il y a quand même cette idée qu'on a l'homme et la femme en soi. Mais c'est vrai que le film ensuite va plutôt du côté du dilemme que pose le fait d'être une femme hétérosexuelle qui doit cacher maintenant à la société pour garder son succès, garder son travail, garder sa source de revenus, qui doit cacher qu'en fait, elle est une femme et qu'elle est hétérosexuelle. Ce qui nous renvoie à l'intérêt, me semble-t-il, et à la proximité de Victor Victoria de Wilder, de l'univers de Billy Wilder, qui est, si vous avez vu plusieurs films de ce réalisateur, qui est quand même beaucoup autour de la nature prostitutionnelle des rapports entre les gens dans la société, hein, vraiment, à tous les niveaux, ce qui l'a fait taxer parfois de cynisme, parce que c'est déprimant cette affaire, mais sauf que lui, il en joue, il en fait des comédies, mais au fond, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de gens qui s'arnaquent entre eux, qui ont des rapports d'argent tout le temps chez Wilder. Et quel est le point commun? Eh bien là, dans certains Lem Show, vous vous souvenez, pourquoi est-ce que Tony Curtis et Jack Lemmon doivent se déguiser? Il y a deux nécessités. La première, c'est une nécessité
social, économique, qu'il ne trouve pas d'engagement en tant que musicien. Et que le seul engagement dans un orchestre qu'il trouve, c'est dans un orchestre non mixte, uniquement féminin. Donc, ils sont obligés de se travestir pour pouvoir être engagés. Donc ça, c'est le premier. C'est invraisemblable d'une certaine façon, mais après tout, ça existe. Bon, les orchestres non mixtes à l'époque. Donc, première chose, nécessité sociale, économique. Et deuxième chose, dans certains lame shows, ils sont poursuivis par des gangsters qui donc, parce qu'ils ont été témoins d'un massacre, d'un meurtre, et donc le travestissement, c'est une façon de sauver sa peau. C'est vraiment une façon tout simplement de rester en vie. Donc il y a deux nécessités comme ça qui s'empilent de manière assez virtuose dans certains lame shows. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a tout ce début où on la voit littéralement crever de faim. C'est-à-dire que là, c'est quasiment du Chaplin, tout le début. Ça fait penser, c'est pour ça que je disais à Névin aussi, je pense que ça renvoie même encore avant, ça renvoie à Charlot, quoi, qui a besoin de manger et qui donc va dans un restaurant, je ne sais plus c'est dans lequel ça, peut-être dans les temps modernes, où il va dans ce restaurant, où il croit avoir trouvé une pièce et puis il fait un festin, puis en fait il l'a perdu parce que sa poche était trouée, donc il ne va pas pouvoir payer le repas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment. Oui, c'est pas dans The Immigrant, je sais plus. C'est Ouais. peut-être dans The Immigrant. Ouais. Voilà, donc c'est pas, je pense que c'est pas du tout anodin que le film commence, que Victoria commence sur la fin. C'est-à-dire qu'elle a une nécessité absolument vitale. Alors, d'une part, parce que justement, il y a un lien tout de suite avec la prostitution. Elle est tellement dans un état d'hallucination et d'évanouissement lié physique, hein, vraiment lié à la faim, qu'elle dit à son tenancier de chambre, à son propriétaire, elle lui dit je coucherai avec vous pour une boulette. D'ailleurs, c'est une phrase de dialogue, une réplique qui revient au moins 3 fois dans le film parce que Toddy va lui rappeler à chaque fois tu te souviens que tu étais prête à vendre ta vertu pour une boulette de viande. En plus, avec le côté vaguement sexuel que la boulette peut évoquer. Donc, voilà, c'est montré au début qu'il y a un risque quand même très physique lié et que le travestissement va être une solution, y compris économique, sociale, enfin, c'est pas psychologisé. C'est d'abord une nécessité, j'allais dire quasiment de survie, quoi. Mais là-dessus, il y a quand même enfin, vraiment une vulgarité assez presque violente. Enfin, le personnage de son logeur, enfin, je sais pas comment on appelle ça, qui finit par, enfin, qui finit comment dire, le pantalon baissé. Enfin, je veux dire, puis il est plein de, je crois qu'il est en train de manger. Enfin, je sais plus, c'est vraiment répugnant, quoi. Et il y a Oui, quand et même, d'ailleurs, elle lèche sa serviette parce qu'elle a oui, tellement faim ouais, et elle l'interrompt dans son repas et elle dit, mais c'est quoi là, les ouais. tâches? Et elle lèche la serviette. Non, mais c'est vrai, ça va très loin Et, dans cette vulgarité-là, mais qui vient de ouais. Wilder. Oui, c'est Wilder ouais. a ça. Wilder a Wilder ça. aurait pu le faire dans un autre, enfin, peut-être pas à l'époque, mais en tout cas, on sentait qu'il pouvait tendre vers ça. Enfin, Alors Wilder, mm. effectivement, il a cette, notamment dans Embrasse-moi idiot, par exemple. Voilà, il y a des films où cette vulgarité-là, et d'ailleurs c'est l'objet, cette lourdeur et cette vulgarité sont l'objet d'un livre qui s'appelle Gravité, écrit par Emmanuel Burdeau sur Wilder. Sur cette idée qu'il ne faut pas escamoter ça chez Wilder, mais qu'il faut au contraire le prendre comme quelque chose de central Ouais, dans parce son, qu'en fait, son cinéma. on lui a beaucoup reproché, en fait, c'est ça, au niveau de la critique, ce côté vulgaire ou cynique, hein, c'est ça. Mm. Hein. Et si vous voyez Irma la Douce, qui est un film auquel Victor Victoria fait aussi beaucoup penser, parce que c'est aussi un film très studio, très Paris recréé en studio, et où il y a des scènes avec des prostituées, notamment il y a une scène dans un panier à salade, là, le car de police dans lequel on met les prostituées avant de les relâcher évidemment le lendemain, et avec, comment il s'appelle, Jack Lemmon, parmi qui est un gendarme débutant et qui est tout affolé d'être au milieu de femmes à moitié dénudées et dont il sait que l'activité sexuelle est intense. Et donc, le comique est basé là-dessus. Et il me semble que dans Victor Victoria, il y a aussi ces effets-là. C'est-à-dire qu'il y a cette... clairement, il vient de ces films-là, de ces effets-là de friction, quoi, de mettre un personnage hétérosexuel avec des gens qui n'ont pas le même rapport à la sexualité que lui, etc. Il n'a pas peur de cette vulgarité-là dans le sens de montrer
que les personnages sont des personnages mus par leur pulsion sexuelle, quoi. Mais ce qu'il veut voir, c'est comment ça s'articule avec justement les rôles genrés. Donc finalement, il me semble que la psychologie dans Victor Victoria, elle est peut-être plus autour du personnage de King, où il y a tous ces contre-champs très très marqués euh, au cabaret, où il se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de désirer un homme, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et c'est plutôt là-dessus et sur la progression de son trouble et de comment voilà, il évolue par rapport à ça que porte la psychologie de Victor Victoria, plutôt que finalement son personnage à elle ou le personnage de Toddy, qui est un très beau personnage, je trouve, Toddy, mais qui n'évolue pas en réalité. Il est là, c'est une sorte de pilier, en fait. C'est une sorte de pilier. Je suis l'homosexuel assumé qui s'est installé à Paris parce que c'est le gay Paris. Hein, c'est sa première chanson. On n'en a pas parlé du fait que Victor Victoria est malgré tout une comédie musicale, mais c'est cette catégorie de comédie musicale qui est un backstage musical, c'est-à-dire qu'on ne se met pas à chanter comme ça dans la vie de manière non réalistes. Ce sont des numéros qui sont faits dans des cabarets. Mais donc, son premier numéro à lui, c'est ça, c'est de dire, bah, de toute façon, ici, on est à Paris, et il plante un peu le décor. On est à Paris, donc les lois du gay Paris, c'est que c'est tout à fait OK d'être gay. Et donc, lui, il se plante comme une espèce de référence là. Il ne va pas changer d'un iota, d'une certaine façon. Ah, pardon, vous ne m'entendez pas. À ce stade, moi, j'ai plus trop de questions sur le film. Après, j'aurais peut-être envie de recommander aux gens qui ne connaissent pas Blake Edwards d'aller voir ses autres films, et il en a fait énormément. Particulièrement, on a évoqué La Partie, en fait, qui est quand même un de ses chefs-d'œuvre les plus connus, mais qui est vraiment voilà, un très grand film. Et puis, moi, j'aime beaucoup quand même la série des Panthères Roses, effectivement, avec Peter Sellers. Euh, et puis il y a un film qui est moins connu qui s'appelle Elle, Thème en anglais, de 79, que j'ai beaucoup aimé. Et dedans, il y a une scène en fait qui est accompagnée par le boléro de Ravel, en fait, qui m'a beaucoup fait rire. Je n'en dis pas plus, mais je ne sais pas si tu l'as vu, mais moi je recommande en tout cas voilà, à tout le monde. Et Et puis, il y a puis, Dans la peau d'une blonde, où c'est quand même un gros macho qui se oui, retrouve réincarné dans une femme et où ça colle pas pour lui. Enfin, c'est une lutte. Donc ça, ce serait un écho tout à à fait. Victor Victoria. Mais ce qui est... Là encore, je trouve que Blake Edwards, bon, il y a un côté malgré tout mineur. Enfin, c'est intéressant. On ne montre pas que des chefs-d'œuvre, mais c'est vrai que Victoria est parfois présenté comme son chef-d'œuvre. Et bon, moi, je trouve que c'est un petit peu exagéré d'une certaine façon. Euh, mais ce qui est quand même très touchant, c'est quand même cet accord un peu grinçant entre le burlesque et la mélancolie. Alors on pourrait dire qu'il y a toujours de la mélancolie dans le burlesque, on pourrait en trouver chez Keaton, etc. Mais moi je trouve que, et d'ailleurs il a travaillé avec McCarey sur des Laurel et Hardy. Il y aurait peut-être du côté de McCarey quelque chose à trouver de cet alliage entre mélancolie et comédie amoureuse. Voilà, on a déjà parlé de Elle et lui il y a des années, mais c'est beaucoup plus doux amer chez Blake Edwards, mais en tout cas, c'est quand même un drôle d'alliage de ce côté très burlesque, très stylisé, très cinéma muet finalement, puisque la scène du cafard, on pourrait la trouver dans un film muet, et en même temps cette mélancolie et qui est liée à une forme de réalisme, et notamment de réalisme du désir, c'est-à-dire que là dans Victor Victoria, euh, elle fait tout un cours sur la déconstruction de la naturalité du genre, et en même temps elle nous dit mais moi, j'y peux rien, j'ai envie d'avoir une relation, j'ai envie d'avoir une liaison avec cet homme. Donc elle désire quand même un type qui a tous les attributs de la virilité le mâle alpha, voilà. Et il nous montre comment même il y a quelque chose de déchirant à ça, et que c'est quand même la condition humaine. Donc on pourrait dire que Nobody's perfect, la phrase finale de certains Lem Show, là est comme intériorisée. C'est-à-dire que ce serait elle-même, ce serait le personnage qui se dirait à lui-même, bah voilà, je suis obligée, la condition humaine, ce serait de devoir vivre avec non seulement le corps, non pas le corps tel qu'il nous a été donné, parce qu'on peut le modifier, on peut se travestir, on peut réussir en se travestissant, etc. Tout n'est que faux semblant, donc on a le droit de participer à ce jeu, mais par contre, ce qui est
ce qui nous est présenté comme beaucoup plus un donné à subir et presque à subir comme un martyr, enfin, c'est la réalité de son désir, de son orientation sexuelle et de ses pulsions. Donc c'est beaucoup plus là la mélancolie ou une forme de tragique est vraiment au point de sexualité, quoi, et au point de désir. Et je trouve que ça, c'est de ce point de vue-là, il va quand même assez loin, avec l'air de revenir au statu quo, parce que finalement, dans Victor Victoria, c'est la constitution d'un couple hétérosexuel. Si on regarde comme ça de manière superficielle, c'est la constitution d'un couple hétérosexuel entre King et le personnage de Julie Andrews. Mais en réalité, on a cette espèce de fracture intérieure, quoi. Et ça nous dit aussi quelque chose, à nous, postmodernes, disons, qu'on a aussi des velléités de modernité et qu'on ne les vit pas toujours dans nos humeurs et dans nos désirs. Donc, il y a quelque chose de là d'assez mystérieux. Oui, je ne sais pas, tout simplement qu'on ne peut pas commander le désir, en fait. Ouais, je sais pas. Oui, et Ok. que le fait qu'on ne puisse pas le commander, des gens comme Lubitsch, Wilder, Hawks un peu moins, parce que Hawks, c'est tellement une mécanique efficace que ça résorbe un peu tout parfois. Mais disons, je dirais, la lignée Mittel Europa, Lubitsch, Wilder, célèbre au fond le fait qu'on ne puisse pas le commander. C'est-à-dire que ce désir, on lutte contre, on le masque, on en joue, etc. Mais à la fin des fins, c'est lui qui va faire subversion, qui va faire irruption, qui a une force de surgissement. Et ça se traduit, hein, parce que là, on n'est pas en train de parler de sujets sociétaux, hein, on parle de cinéma et on parle de mise en scène. Et ça se traduit exactement dans le saccage du décor. Vous regardez, il y a plusieurs films de Lubitsch dans lesquels le décor est complètement saccagé. Wilder, on trouverait aussi des exemples, et surtout ici dans Victor Victoria, il y a plusieurs fois le cabaret chez lui qui est absolument, il y a une scène de bagarre qui rase absolument tout à l'intérieur du cabaret. C'est pas rien parce qu'au début, cette première scène de bagarre, c'est d'emblée quelque chose de très violent. C'est pas, regardez, il y a une scène de bagarre. Ça, on le voit dans le restaurant, où c'est traité en muet, on est très très loin, la caméra est très loin du restaurant, on n'entend pas, et c'est comique d'ailleurs, on voit que le cafard a créé une bagarre générale. Bon, c'est drôle, mais c'est un certain type d'humour. Mais par contre, dans la scène du cabaret chez lui, où Toddy, en fait, insulte Richard par vieille dame interposée, on pourrait dire, en lui disant, mais dis donc, t'as pas honte d'amener ta mère dans un lieu pareil. Évidemment, c'est pas sa mère, c'est sa cliente. Et donc, ça commence la bagarre, et en fait, la bagarre ne laisse rien. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout du saccage, du vandalisme absolu, et il ne doit pas rester une seule chaise vaillante. Et c'est pour ça que la petite scène du tabouret slapstick dont on a parlé, qui arrive comme une espèce de dernière goutte d'eau, il ne reste plus qu'un tabouret dans ce lieu, et même ce tabouret finit par tomber. Donc, c'est quand même quelque chose de très radical que, l'air de rien, Beck Edwards reprend d'une époque ancienne, mais mène vraiment jusqu'à sa fin absolue. C'est-à-dire que la fin absolue, ce serait que le plan soit noir, que les deux aient disparu du plan et qu'il n'y ait plus de décor du tout. D'une certaine façon, on y pense. C'est un peu ce qui arrive. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux rythmes, il y a des temporalités mêlées dans Victor Victoria qui font ce côté composite et l'intérêt. Il est imparfait, hein, Nobody's Perfect, mais il est ce qui le rend étrange, enfin, qui lui donne des aspérités. Il y a le film à la Cotton Club, enfin, disons la reconstitution de cette période, bon, très bien. Il y a le côté slapstick, il y a la mélancolie dont j'ai parlé, parce que le désir, il peut être bêtement pour un macho. On a beau être une féministe, et on en parle en ce moment, on peut désirer des choses pas du tout féministes. Bon. Donc, et tout ça est dans le même film, et dans quand même un film qui a aussi l'apparence, malgré tout, d'une comédie musicale. Alors, d'une comédie musicale grand public, peut-être pas tout public, puisqu'il y a tout ce contenu sexuel, mais quand même, ça a une vocation d'être un film, c'est un film à budget important, voilà. Donc, tout c'est cet aspect composite qui me semble particulièrement riche, et au fond, qu'on trouve déjà dans les films de Richard Quine, qu'on trouve toute cette traîne, on pourrait dire, du classicisme, qui est très impure et de ce fait très intéressante.
Eh ben, écoute, tu me laisses sans voix, je n'ai plus rien à ajouter. Trop parlé. Non, Mais il non, faut, mais faut dire c'était que chouette parce qu'on a vraiment l'impression d'être allé au bout du film. Là, on va jusqu'au voilà. saccage absolu. Ouais, ouais, Peut-être qu'il n'ose pas ouais. finir là-dessus, mais il faut se Mm, souvenir de ces vandalisations. Parce que mm, même si il y a des ressacs et qu'elles sont recouvertes après par mm. des choses plus convenues, en réalité, cette radicalité, elle y est, quoi. Non, mais ce qui m'étonne là, en fait, je réagis un peu à chaud, mais c'est ta remarque sur comment dire, sur la mélancolie en fait par rapport au fait que le désir effectivement ne se commande pas en fait. C'est vrai que c'est étrange par rapport au film de Lubitsch où, comme tu dis, il est plutôt célébré en fait. Enfin, ça Mm. donne en fait une interprétation au film, à Victor Victoria, ouais, ouais, qui est assez curieux Ben, en en fait, fait. Mm. Toddy Mm. porte dès le début cette mélancolie en quelque Mm. sorte. Enfin, il explique que la première femme avec laquelle il a couché, ou non, la dernière, mais Mm. qui était peut-être aussi la première d'ailleurs, avec qui il est couché, avait une pomme d'Adam. Donc ça, voilà, c'est d'emblée, on pourrait dire, il vit son homosexualité à la fois très tranquillement et à la fois, on pourrait dire qu'il y a quand même un point originaire où il l'a découverte et où il a bien dû accepter la condition humaine. Mais on retrouve, comment dire, on retrouve presque des espèces de leçons de vie, c'est horrible de dire ça, mais qu'on cherche malgré tout, en tout cas qu'on reçoit, auquel on est plus ou moins réceptif quand on va au cinéma. Bon, voilà, cette espèce de valeur morale au sens d'une morale individuelle qu'on pourrait y trouver. Et je pense au fleuve qu'on a montré dans un cycle précédent, le fleuve de Jean Renoir, où il y a une espèce de tentative d'occidentaliser une idée assez fréquente dans certaines philosophies orientales, mais qui est l'acceptation, qui est une forme d'acquiescement, voilà, d'acquiescement au monde dans ce qu'il a de plus tragique. Dans le fleuve, il y a quand même la mort d'un enfant, ça va très loin. Alors là, c'est plus autour de la sexualité dans Victor Victoria, mais c'est cette idée à la fois et ça, il n'y a que les fictions, il n'y a que l'ambivalence de fiction, et notamment de fictions très composites comme celle-ci, qui peuvent faire passer cette complexité-là. C'est-à-dire à la fois de ne pas accepter le donné physique, on est un homme ou on est une femme, bah non, c'est plus compliqué, on peut construire d'autres identités plus troubles, et à la fois quand même de l'accepter. C'est-à-dire qu'on va être malheureux si on est tout le temps en lutte contre ce qu'on est dans la réalité pulsionnelle, disons, de notre désir. Donc, c'est compliqué, quoi. À la fois, il faut lutter, il faut pas être voilà, résigné, soumis, conservateur, etc. Et à la fois, euh, il y a une forme qui transcende ça, une forme de digestivisme, comme dit un personnage dans Le Fleuve de Renoir, qu'il faut apprendre, qu'il faut gagner par l'expérience, et qu'il faut gagner, dit Blake Edwards, en se faisant casser la gueule et en cassant la gueule aux autres. Donc c'est vraiment le corps aussi qui doit en prendre quelques coups. Sur Bon, cette ben écoute, conclusion de violence. voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Bah écoute, non, non, bah merci Charlotte en tout cas pour toutes ces explications. Mais merci. Je vais peut-être juste conclure en tout cas en disant que la prochaine fois on va se retrouver donc en vrai dans la salle de cinéma du Centre des Arts et donc rappeler aux gens que ça sera, enfin rappeler non parce que en fait on vient de mettre la programmation sur le site, mais donc ça sera le 23 juin donc avec toi, le 23 juin à 19h30. C'est un mercredi et on va vous passer donc Boule de feu, qui est un film de Howard Hawks, qui n'est pas beaucoup montré au cinéma, je pense, en salle, et qui n'est pas non plus très facile à voir, je veux dire, sur Internet ou en DVD. C'est sur un scénario de Billy Wilder, et donc c'est avec Barbara Stanwyck et Gary Cooper. C'est une comédie qui est vraiment géniale. Donc j'espère que les spectateurs reviendront nombreux pour conclure ce cycle. Voilà. Et puis, ce sera aussi le moment où on vous révélera la programmation de la saison prochaine. Donc, il faudra être là. Voilà. À bientôt. Eh bien, merci Charlotte. À bientôt.